Chapitre 1. Le loup à la porte. Warren Wolf se tenait dans son allée à 3h47 du matin, regardant son fils Hollis porter la dernière boîte d'ingrédients dans la maison. Les yeux du jeune homme de 18 ans étaient brillants malgré l'heure indue, ses mouvements rapides et déterminés alors qu'il se préparait pour le repas le plus important de sa jeune carrière culinaire. « Tu es sûr de toi, Hall ?» demanda Warren, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Il avait vu cette détermination auparavant, dans le miroir, 20 ans plus tôt, quand il avait abandonné une carrière prometteuse de critique gastronomique pour construire quelque chose à lui. « Papa, je me prépare depuis 2 semaines. Le chef Vaughn a dit que si je pouvais réussir un dîner de Thanksgiving pour 15 personnes, il écrirait personnellement ma lettre de recommandation pour l'Institut culinaire. » Hollis sourit, ce même sourire en coin qui rappelait à Warren son propre père. De plus, grand-maman Margaret a dit qu'elle voulait voir ce que j'ai appris. C'est ma chance de montrer à tout le monde. La mâchoire de Warren se serra à la mention de sa belle-mère, Margaret Gregory. Au cours des 5 années depuis qu'il avait épousé Patricia, Margaret avait clairement exprimé sa désapprobation à travers un millier de petites piques, des commentaires sur sa carrière d'écrivain raté, son éducation permissive, son soutien ridicule au rêve culinaire de Hollis, au lieu de le pousser vers l'école de droit, comme le frère de Patricia. Monroe Gregory Jr. Mais Patricia aimait sa mère, lui trouvait des excuses, insistait sur le fait que la langue acérée de Margaret n'était que la façon de faire de sa génération. Warren s'était mordu la langue, avait joué le jeu, avait maintenu la paix. Pour Patricia, toujours pour Patricia, ta grand-mère ne reconnaît pas le talent même quand il arrose une dinde devant elle, dit Warren, en serrant l'épaule de son fils. Mais moi, si... Et tu vas les épater tous. Ce que Warren ne dit pas à Hollis, c'est qu'il avait passé un appel 3 jours plus tôt. Son ancien rédacteur en chef au Culinary Chronicles, Christopher Harden, était en ville pour rendre visite à sa famille. Warren avait mentionné de manière décontractée que son fils préparait le dîner de Thanksgiving. Christopher, toujours à la chasse à la prochaine grande histoire sur les talents culinaires émergents, avait demandé s'il pouvait passer. Warren avait dit oui. Il avait aussi invité Rolf Schwartz, le chef principal du Méridien, le seul restaurant étoilé Michelin de la ville, qui lui devait une faveur pour une critique élogieuse des années auparavant, et Thurman Booker, un recruteur de talent pour les émissions de compétition pour jeunes de Food Network. Warren n'était pas un homme religieux, mais il croyait en son fils, et il croyait que Margaret Gregory était depuis longtemps due pour une remise en question de la réalité sur ce qu'était le vrai talent. À l'intérieur, Hollis avait transformé leur cuisine en un espace de travail professionnel. Des stations de mise en place bordèrent les comptoirs, légumes préparés, herbes hachées, bouillon mijotant. La dinde patrimoniale saumurait pendant 48 heures dans une solution que Hollis avait perfectionnée au cours de mois de pratique, attendait son moment. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Warren, juste de garder tout le monde hors de la cuisine jusqu'au service, dit Hollis, en nouant son tablier. « Et papa, merci de croire en moi. Je sais que grand-maman pense que c'est stupide, que je devrais être... Ta grand-mère pense beaucoup de choses, interrompit Warren. La plupart sont fausses. Cuisine avec ton cœur. Fiston, laisse la nourriture parler d'elle-même. Alors que Warren montait les escaliers, il s'arrêta devant le mur des photos de famille. Il y avait Patricia, belle et gentille, prise entre la loyauté envers sa mère et l'amour pour son mari. Il y avait Hollis à 10 ans, couvert de farine, souriant après avoir réussi son premier soufflé. Et là, dans le coin, Warren a 25 ans, acceptant un prix pour le journalisme culinaire, à l'époque où les mots sur la nourriture étaient de son arme de choix. Il avait déposé ses armes pour la paix, mais il n'avait pas oublié comment les utiliser. Chapitre 2. L'héritage Gregory. Patricia Wolf se réveilla à 6 heures au parfum de légumes rôtis et trouva son mari assis dans le fauteuil de lecture de leur chambre, une tasse de café à la main, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Hollis ?» demanda-t-elle. Dans sa bulle, « Il m'a mis dehors il y a 1 heure. » Warren sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Ta mère et ton père arrivent à midi. »« Oui. » Et Monroe et sa famille à 1 heure. « Warren, s'il te plaît, je serai parfaitement aimable, » dit-il. « Quand ne l'ai-je pas été ?» Patricia s'assit, enfilant son peignoir autour d'elle. « Tu es différent ces derniers temps ?»« Distant. Est-ce à cause du commentaire de ma mère le mois dernier sur le fait que Hollis a besoin d'une vraie direction ?» Warren prit une longue gorgée de café. « Ta mère a des opinions sur tout. J'ai appris à vivre avec. » Mais il ne l'avait pas vraiment fait. Le commentaire du mois dernier avait été le dernier d'un schéma qui remontait à des années. Margaret Gregory.
matriarche de la famille Gregory, avait construit son identité sur deux choses: la compagnie pharmaceutique réussie de son défunt mari Monroe Sr. et sa conviction absolue qu'elle savait mieux que quiconque comment vivre la vie, quand Monroe Sr. mourut 3 ans plus tôt. Il lui avait tout laissé avec une condition: qu'elle guide la famille vers l'excellence. Margaret avait interprété cela comme une licence pour contrôler tous les aspects de la vie de ses enfants et de leurs conjoints. Le frère de Patricia, Monroe Jr., s'était plié immédiatement, devenant un représentant en vente pharmaceutique malgré ses rêves d'enseigner. Sa femme, Lelia Gregory, avait quitté sa carrière d'infirmière pour devenir mère à temps plein sur l'insistance de Margaret. Warren avait été le seul à résister, à dire non, à laisser son fils poursuivre un rêve que Margaret jugeait en dessous des standards Gregory. « Elle veut bien faire », dit Patricia. Le refrain familier « Vraiment ?» Warren posa sa tasse de café. « Patricia, ta mère a dit à Hollis que cuisiner était un travail de domestique à sa fête de remise de diplôme. Elle appelle ma carrière d'écrivain un hobby depuis 5 ans. Elle a essayé de te convaincre de me quitter et de rentrer à la maison quand j'ai pris 6 mois pour finir mon livre. C'était une période difficile financièrement. Nous avions des économies, nous avions un plan. Ce que nous n'avions pas, c'était l'approbation de ta mère. Et c'est ce qui la dérangeait vraiment. » Warren se leva. « Mais aujourd'hui n'est pas à propos des vieilles rancunes. Aujourd'hui est à propos de Hollis. Il a travaillé si dur pour ça, quoi qu'il arrive d'autre. J'ai besoin que tu vois ça, que tu le vois vraiment. » Patricia sentit la pression familière dans sa poitrine, la position impossible d'être tirée entre deux personnes qu'elle aimait. « Je le vois, je suis fier de lui. L'es-tu » La voix de Warren était douce mais ferme. « Où es-tu fier de qui il pourrait devenir s'il abandonnait la cuisine et allait en droit comme ta mère le veut ?» Avant que Patricia puisse répondre, un coup frappa à la porte. Hollis se tenait dans l'encadrement, le visage rougi par la chaleur de la cuisine, un sourire fier perçant à travers sa nervosité. « Le premier plat est prêt. Vous voulez goûter ?» Warren traversa la chambre et goûta la soupe de courge butternut avec huile de sauge et prosciutto croustillant. C'était parfait, onctueux, équilibré, sophistiqué, exactement ce que Warren avait attendu. « Hollis, c'est du niveau d'un restaurant », souffla Patricia après avoir goûté. « C'est mieux que du niveau d'un restaurant », dit Warren. « C'est exceptionnel. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'en bas, Margaret Gregory s'était introduite avec sa copie de la clé, 3 heures en avance, et se tenait actuellement dans la cuisine, les lèvres pincées en une fine ligne de désapprobation en inspectant le chaos culinaire d'une cuisine en activité. Chapitre 3. Les mots qui changèrent tout. Margaret Gregory avait bâti un empire sur l'apparence de la perfection. Sa maison était un lieu d'exposition, ses événements de charité étaient légendaires, et sa famille, ou du moins son image, était impeccable. Elle avait toléré Warren Wolf parce que Patricia l'aimait. Mais cette tolérance avait des limites, et ces limites incluaient que son petit-fils gaspille sa vie dans une cuisine. Elle sortit son téléphone et appela sa belle-fille. « Lelia chérie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » À midi, la famille Gregory commença à arriver. Monroe Jr. vint en premier avec Lelia et leurs 2 enfants, suivi de la sœur de Margaret, Janet Hubbard, et son mari Kent Hubbard, et enfin l'ami proche de Margaret, Dolly Reyes, avec son fils Christopher Reyes. Warren les salua tous avec une courtoisie exercée, notant comment Margaret commença immédiatement à positionner les gens dans la salle à manger. Sa salle, comme elle avait commencé à l'appeler depuis qu'elle avait intimidé Patricia pour la redécorer selon son esthétique. « Où est le garçon ?» demanda Margaret, sa voix portant ce ton particulier qui faisait sonner garçon comme domestique. « Hollis finit les préparations » dit Warren. « Il cuisine depuis 4 heures du matin. » « Comme c'est industrieux » dit Margaret, d'un ton qui suggérait le contraire. « Patricia chérie, viens m'aider dans la cuisine. » Warren les regarda partir, ce vieux instinct le picotant. Il avait passé des années à lire les gens pour ses critiques, apprenant à repérer les signes qui signifiaient qu'un restaurant cachait quelque chose. Margaret avait des signes aussi, et en ce moment, ils étaient tous activés. Il les suivit discrètement. Dans la cuisine, Hollis dressait les entrées avec une intensité concentrée. Margaret se tenait là à le regarder avec Patricia à ses côtés, son expression oscillant entre dégoût et pitié. « Patricia ?» dit Margaret, sa voix basse mais pas assez. « Tu ne peux pas sérieusement penser que c'est approprié. Regarde ce désordre. Regarde-le, couvert de graisse et de sueur comme un chef, » dit Warren depuis la porte. Le dos de Margaret se raidit. « Warren, nous discutions juste J'ai entendu ce que vous discutiez, » dit Warren calmement. « Hollis, comment est le timing ?»
15 minutes avant le service. « Papa ?» La voix de Hollis était tendue. Il avait entendu aussi, les yeux de Margaret se plissèrent. « Patricia, je pense que nous devons parler en privé. » Warren regarda sa femme suivre sa mère dans le salon, regarda à travers la porte alors que Margaret se penchait et chuchotait quelque chose qui fit pâlir le visage de Patricia. Puis Margaret sortit son téléphone, les tapa et montra l'écran à Patricia. Warren ne pouvait pas entendre les mots, mais il vit les épaules de sa femme s'affaisser, la vit hocher la tête, la vit sortir son propre téléphone. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hollis, ses mains s'arrêtant au milieu de l'assiette. « Je ne sais pas encore. » Continue de travailler. 10 minutes plus tard, Patricia revint dans la cuisine avec Margaret sur ses talons. « Warren, » dit Patricia, sa voix tendue, « maman pense peut-être que nous devrions... Il y a beaucoup de gens et Hollis est encore en apprentissage. Donc peut-être que nous devrions juste commander des pizzas pour compléter... » « Compléter, » répéta Warren lentement, « juste pour être sûr, » dit Margaret, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation. « Nous ne voudrions pas que quiconque ait faim si la nourriture n'est pas suffisante. » Warren regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit quelque chose se briser en elle. Elle allait le faire. Elle allait laisser sa mère commander de la pizza pendant que leur fils servait un repas qu'il avait passé des semaines à planifier. « Patricia, » dit-il calmement, « regarde cette nourriture. » Sur le comptoir étaient donc disposés plat après plat d'art culinaire, soupe de courge butternut avec garnitures artisanales, une dinde qui ferait pleurer les chefs professionnels, des accompagnements dignes d'un magazine, des desserts nécessitant des techniques que la plupart des cuisiniers maison n'essayaient jamais. « C'est très joli, mais... » commença Patricia. « Commande les pizzas, » interrompit Margaret. « En fait, le Lia les a déjà appelés, elles seront là dans 30 minutes. » Et c'est alors que Warren l'entendit. Margaret s'était tournée légèrement vers le salon où Lélia se tenait avec son téléphone, et dans ce mouvement, elle s'était approchée plus près de Patricia, assez près pour chuchoter, mais pas assez pour réaliser que la cuisine avait une excellente acoustique, et que Warren avait passé des années à entraîner son oreille à capter les commentaires chuchotés des critiques dans les restaurants. « Commande les pizzas » murmura Margaret à Patricia. « Nous n'allons pas manger sa nourriture. La nourriture pour chien est meilleure que sa cuisine. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Warren regarda Hollis, vit le visage de son fils s'effondrer alors qu'il enregistrait ce que sa grand-mère avait dit. Vit 18 années d'encouragement, de travail acharné et de rêve se fissurer sous le poids de ces mots décontractés et cruels. Quelque chose en Warren Wolf, quelque chose qui s'était plié, fléchi et compromis pendant 5 ans, se brisa net. Il marcha très calmement jusqu'à la chambre, sortit 2 sacs de voyage et commença à faire ses valises. Vêtements pour lui, vêtements pour Hollis. Essentiels, son ordinateur portable, le dossier avec ses documents importants. Warren. Patricia apparut dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ? Je pars ?»« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Warren, ce n'est que de la pizza. Ne sois pas... » Il se tourna pour lui faire face, et quoi qu'elle vit dans son expression, cela l'arrêta au milieu de sa phrase. « Ta mère vient de dire que la nourriture pour chien est meilleure que la cuisine de notre fils, » dit Warren, sa voix parfaitement calme et parfaitement froide. Elle l'a dit là où il pouvait entendre, où je pouvais entendre, et tu allais la laisser commander cette pizza. Tu allais laisser notre fils de 18 ans servir un repas sur lequel il a trimé, pendant que de la pizza était sur la table comme une sauvegarde, comme une assurance contre son échec. Warren, elle ne voulait pas, elle voulait chaque mot, et tu l'as choisi. Encore une fois, il ferma les sacs, passa devant sa femme et trouva Hollis dans la cuisine, fixant sa nourriture avec des larmes coulant sur son visage. « Hall, » dit Warren doucement, « emballe tout ce que tu veux garder. Nous partons. »« Papa, je ne peux pas. La nourriture, laisse-la. Tout. Laisse-les manger de la pizza. » Warren serra son fils dans une étreinte féroce. « Tu es brillant. Tu es talentueux. Tu mérites mieux que ça. Nous le méritons tous les deux. » 20 minutes plus tard, Warren et Hollis sortirent de la maison en portant leurs sacs. Ils ne dirent pas au revoir, ne firent pas de scène, partirent simplement, discrètement et complètement. Derrière eux, Margaret Gregory se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle à manger dressée pour 15 personnes, entourée de certains des plus beaux plats qu'elle n'avait jamais pris la peine de goûter, et pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucune idée de quoi dire. Mais Warren Wolf savait exactement ce qu'il allait faire ensuite. Et Margaret Gregory allait apprendre ce qui arrivait quand on poussait un loup trop loin. Chapitre 4. Le premier domino, Warren les conduisit au Riverside Inn,
un hôtel boutique du centre-ville où il avait séjourné une fois lors d'une mission de critique. La gérante, Nanny Wyatt, le salua comme un vieil ami, Warren Wolf. « Pour sûr, je ne vous ai pas vu depuis que vous nous avez donné cette belle critique il y a 3 ans ?» Elle vit le visage taché de larmes de Hollis et l'expression tendue de Warren et ne posa pas de questions. « Vous avez besoin d'une chambre ? 2 si vous en avez. Et Nanny, votre cuisine de restaurant est-elle disponible cette semaine ?» Elle haussa un sourcil. « Pour vous ? Toujours. Qu'est-ce que vous planifiez ? Quelque chose de tardif ? Dans leurs chambres adjacentes ?» Warren laissa Hollis se décompresser pendant qu'il passait des appels. Le premier fut à Christopher Harden. « Warren, je suis à environ 20 minutes de chez vous. Devrais-je apporter du vin ou… Changement de plan. Je vous envoie une nouvelle adresse par texto. Riverside Inn. Pouvez-vous encore venir ? Tout va bien ? Pas encore ? Mais ça ira. » Le deuxième appel fut à Rolf Schwartz. « Rolf, c'est Warren Wolf. Cette faveur que vous me devez… J'aide. » L'appel. À 15h, Hollis s'était installé dans la cuisine du restaurant du Riverside Inn, fermé pour Thanksgiving mais disponible pour les clients, et redressait la nourriture qu'ils avaient réussi à sauver, pas la dinde, abandonnée dans la salle à manger de Margaret, mais les accompagnements, les soupes, les desserts, assez pour montrer son talent. À 15h30, Christopher Harden arriva, suivi de Rolf Schwartz et Thurman Booker. « Messieurs, » dit Warren, « merci d'être venus. Je vous ai promis un repas cuisiné par un talent émergent. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le lieu. » Il n'expliqua pas plus. Il laissa la nourriture de Hollis expliquer. Christopher goûta d'abord la soupe de courge butternut, puis les petits pains au levain avec beurre aux herbes, puis le confit de canard que Hollis avait préparé comme alternative à la dinde. Ses yeux s'écarquillèrent à chaque plat. « Warren, » dit Christopher lentement, « qui a formé ce gamin ? Il travaille avec Von Golden à l'Académie des Arts Culinaires depuis 2 ans, autodidacte avant ça. » Rolf Schwartz posa sa fourchette après avoir goûté le dessert, une tarte aux pommes déconstruite avec gelato à la cannelle. « C'est une technique de niveau étoilé Michelin. Quel âge a-t-il ? 18 ans ? » Thurman Booker était déjà au téléphone. « J'appelle les producteurs. Warren, vous avez dit que c'est votre fils. Il l'est. Et il a cuisiné tout ça aujourd'hui ?» En commençant à 4h du matin, Christopher s'adossa à sa chaise. « Étudiant Warren, il y a une histoire ici. Vous voulez me dire ce qui s'est vraiment passé ?» Warren jeta un œil à Hollis, qui hocha la tête. « Mon fils a cuisiné un dîner de Thanksgiving pour 15 personnes, » dit Warren. « Ma belle-mère a dit que la nourriture pour chien était meilleure que sa cuisine. Je l'ai entendu. Il l'a entendu. Donc nous sommes partis. La table se tut. Puis Christopher sourit. Pas un gentil sourire, mais le sourire d'un journaliste qui venait de trouver son histoire. « Warren, comment vous sentiriez-vous si j'écrivais ça ? Un adolescent talentueux, rejeté par sa famille, découvert par des professionnels de l'industrie, intérêt humain, histoire d'outsider. Le tout, seulement si Hollis est à l'aise avec ça. » Hollis regarda les 3 hommes à la table, des hommes qui comprenaient la nourriture, qui pouvaient voir ce qu'il avait créé. « Est-ce que ça aidera d'autres gamins comme moi, qui ont des familles qui ne croient pas en eux ? » « Gamine, » dit Thurman, « ça fera plus que ça. Ça te rendra célèbre ?» Pendant qu'il mangeait, parlait et faisait des plans, le téléphone de Warren vibra continuellement. « Patricia, Margaret, Monroe », il les ignora tous. À 18h, Christopher publia son article en ligne avec des photos de la nourriture de Hollis. À 19h, il avait été partagé 5000 fois. À 20h, il était en tendance sur les réseaux sociaux. Et chez Margaret Gregory, le dîner de Thanksgiving qu'elle avait sauvé avec de la pizza fut interrompu par le téléphone de Monroe qui sonnait. « Maman », dit-il, son visage pâle. « Tu dois voir ça ?» Chapitre 5. La débandade Gregory. Margaret Gregory se flattait de contrôler les récits. Elle l'avait fait pendant des années, en transformant les hausses de prix pharmaceutiques de Monroe Sr. en innovation nécessaire, en positionnant son travail de charité comme altruiste alors qu'il s'agissait vraiment d'ascension sociale, en présentant sa famille comme parfaite alors qu'elle était maintenue par la peur et l'obligation, mais elle n'avait jamais eu affaire à Internet. L'article de Christopher Harden était dévastateur, non pas parce qu'il l'attaquait directement, Christopher était trop habile pour ça, mais parce qu'il racontait une histoire simple et puissante. Un adolescent talentueux cuisinant avec son cœur, seulement pour être rejeté par sa propre famille. Les photos de la nourriture de Hollis contrastaient fortement avec les citations des professionnels de l'industrie louant sa technique. Et enterré au milieu, un paragraphe. «
Quand on lui a demandé pourquoi il avait quitté le dîner de Thanksgiving de sa famille, Hollis Wolfe a simplement dit « Ma grand-mère a dit à ma maman que la nourriture pour chien était meilleure que ma cuisine. Mon papa l'a entendu. Il a fait nos valises et nous sommes partis. Il m'a dit que je méritais mieux. Je suppose que je le crois enfin. À 21h, le nom de la famille Gregory était discuté dans les forums culinaires, dans les émissions de cuisine, dans les sections de commentaires à travers Internet, et le consensus était unanime. Margaret Gregory était un monstre. Tu dois arranger ça, dit Monroe Jr. Arpentant le salon de Margaret, maman, la compagnie, les gens font déjà les liens. Ils parlent de Gregory Pharmaceuticals, de nos valeurs familiales, c'est un seul article, claqua Margaret, mais ses mains tremblaient. Il est en tendance sur 3 plateformes, dit Lélia calmement, et quelqu'un a trouvé tes photos d'événements de charité et a commencé à commenter dessus. Il te traite d'hypocrite pour diriger une fondation sur les valeurs familiales alors que tu traites ton propre petit-fils comme « assez », dit Margaret, « je vais m'en occuper ». Patricia, appelle ton mari. Patricia était assise dans le coin, paraissant plus petite que Margaret ne l'avait jamais vue. Il ne répond pas? Alors va le voir. Dis-lui que nous nous excuserons. Dis-lui quoi? Maman? La voix de Patricia se brisa. Que tu ne le pensais pas? Nous savons toutes les deux que si tu critiques Hollis depuis des années, et Warren et moi pour ne pas le contrôler mieux. Tu as eu exactement ce que tu voulais. Warren parti, Hollis humilié, c'est ta victoire. Profites-en. Margaret gifla sa fille au visage. La pièce se tut, Monroe resta figé, Lélia à l'état, et Patricia toucha sa joue, quelque chose durcissant dans ses yeux. C'est la dernière fois que tu fais ça, dit Patricia calmement. Warren avait raison. Il a eu raison sur tout. Elle se leva et sortit, laissant Margaret debout dans sa salle à manger parfaite, entourée des ruines de son Thanksgiving parfait, réalisant trop tard qu'elle avait brisé quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Chapitre 6. Le plan du loup. Warren était assis dans sa chambre d'hôtel, lisant les commentaires sur l'article de Christopher. Ils étaient brutaux envers Margaret, bien plus brutaux qu'il ne l'avait prévu. Bien, mais ce n'était pas assez. L'humiliation publique était satisfaisante, mais ce n'était pas la justice. Ce n'était pas une vengeance qui correspondait au crime. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher Margaret Gregory, Gregory Pharmaceuticals, la fondation de charité de Margaret. Les discours sur les valeurs familiales qu'elle avait données à des collectes de fonds, et là, enterré dans de vieux articles de presse locale, il le trouva, l'histoire d'origine de Margaret. Elle avait été Margaret Carlyle avant d'épouser Monroe Sr., fille d'un mineur de charbon. Travaillant 2 emplois pour payer son collège communautaire, elle avait rencontré Monroe à un événement de vente pharmaceutique où elle servait des boissons. Elle n'avait été personne, rien, jusqu'à ce qu'elle attire son regard et épouse la richesse. Warren continua à creuser, de vieux camarades de classe du collège communautaire de Margaret, d'anciens collègues, des gens qui se souvenaient de la fille qu'elle avait été avant de devenir Margaret Gregory, matriarche et snob. Et l'une d'elles, une femme nommée Lucia Lynn, qui avait travaillé avec Margaret dans un diner, avait une histoire à raconter. « Oh, je me souviens de Margaret », dit Lucia quand Warren l'appela. « Elle travaillait en cuisine avec moi pendant 3 ans. Elle voulait être chef. En fait, elle en parlait constamment, mais quand elle a rencontré Monroe, elle a tout abandonné. Elle a dit que cuisiner était en dessous d'elle maintenant. Ça a brisé le cœur de sa mère. Sa maman économisait pour l'envoyer à l'école culinaire. Le sourire de Warren était tranchant comme un couteau. « Lucia, seriez-vous prête à témoigner publiquement de ça? À propos de Margaret. Chérie, je vous paierai pour l'occasion. » La deuxième pièce vint des dossiers de la compagnie de Monroe Jr., auquel Warren accéda via un contact qu'il avait fait des années plus tôt lors d'une enquête sur les prix pharmaceutiques. Monroe Jr. échouait. Ses chiffres de vente étaient terribles. Ses évaluations de performance étaient accablantes et il était maintenu en poste seulement grâce au nom de famille Gregory et à l'influence de Margaret auprès du conseil. La troisième pièce fut de la pure chance. Dolly Reyes, la meilleure amie de Margaret, avait un fils, Christopher Reyes, qui travaillait dans la planification d'événements, et Christopher Reyes venait d'être engagé pour organiser le gala annuel de la Fondation Gregory. Prévu pour le 15 décembre, Warren passa un autre appel. « Christopher, c'est Warren Wolfe. Nous devons parler de la meilleure amie de votre mère et du plus grand événement de l'année. » À minuit, Warren avait le cadre de son plan. Ce n'était pas illégal, ce n'était pas violent, mais ce serait dévastateur.
Il allait donner à Margaret Gregory exactement ce qu'elle avait donné à Hollis, une humiliation publique devant tous ceux qu'elle voulait impressionner. Lors d'un événement qu'elle avait passé des mois à planifier, avec la vérité comme arme, et elle ne le verrait pas venir. Chapitre 7. La mise en place. Le gala de la Fondation Gregory était la couronne de Margaret chaque année. 500 invités, $10 000 par assiette. Couverture dans les magazines de société. C'était là que la famille Gregory affichait sa perfection. Cette année, ce serait différent. Warren passa 2 semaines à préparer. Il contacta Lucia Lynn et 4 autres personnes qui avaient connu Margaret avant sa réinvention. Il compila des dossiers sur le travail réel de sa fondation de charité par rapport à son impact revendiqué. Il rassembla des preuves de la carrière échouante de Monroe Jr. et de l'interférence de Margaret pour le maintenir employé malgré son incompétence. Et il fit des arrangements avec le planificateur d'événements du gala, Christopher Reyes, qui s'avéra avoir ses propres griefs contre Margaret après qu'elle eut réprimandé sa mère, Darlie. Pour avoir pris du poids, de quoi avez-vous besoin ? Demanda Christopher. 20 minutes du programme, dit Warren, une présentation vidéo et un menu spécial pour le service du dîner. Vous cuisinez ? Pas moi, mon fils. La beauté du plan de Warren était sa simplicité. Margaret obtiendrait exactement ce qu'elle avait toujours voulu. L'attention, le prestige, un événement parfait. Et puis tout s'effondrerait, pièce par pièce, à cause de ses propres actions. Pendant ce temps, Hollis devenait une sensation. Thurman Booker lui avait obtenu une place dans une émission spéciale de Food Network sur les jeunes talents culinaires. Rolf Schwartz lui avait offert un apprentissage au Méridien et les articles de suivi de Christopher Harden, qui incluaient des interviews avec les mentors de Hollis, ses instructeurs d'école culinaire, même des clients d'un dîner pop-up qu'il avait fait, peignaient l'image d'un jeune homme dont le talent avait été supprimé par la cruauté familiale. Patricia avait déménagé dans un hôtel séparé de Warren et Hollis, prise dans un limbo entre sa vieille vie et un avenir inconnu. Elle avait appelé Warren 2 fois, les 2 fois pour s'excuser, les 2 fois incapable de s'engager pleinement à quitter l'influence de sa mère. « Je ne sais pas comment être sans elle », avoua Patricia lors de leur 2e appel. Elle a tout contrôlé pendant si longtemps. « Alors apprends », dit Warren sans méchanceté. « Patricia, je t'aimerai toujours, mais je ne sacrifierai plus le bonheur de notre fils pour l'approbation de ta mère. Le choix est le tien. » Elle avait pleuré et raccroché. Margaret, pendant ce temps, s'efforçait de réparer son image. Elle avait essayé de contacter Hollis via les réseaux sociaux, via Monroe, même via Patricia, avec des offres de réconciliation qui étaient vraiment juste des opportunités de relations publiques. Hollis la bloqua partout. Elle avait engagé une firme de gestion de crise qui lui conseilla de miser sur l'angle charité et de démontrer une croissance personnelle. Donc, elle avait annoncé une nouvelle bourse au gala. Le prix d'excellence culinaire Gregory pour les jeunes chefs issus de milieux défavorisés. Warren rit en lisant cela. Elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle pensait que c'était à propos de l'optique. Du contrôle des dommages, elle allait apprendre autrement. Le 15 décembre arriva. La grande salle de bal de l'hôtel Rivermont était transformée en un pays des merveilles hivernales. 500 invités en tenue de soirée se mêlaient autour de cocktails. Margaret tenait court dans une robe de designer, jouant la philanthrope gracieuse. Et dans la cuisine, Hollis Wolf supervisait le service du dîner avec une équipe de professionnels que Warren avait engagés, incluant Von Golden et 2 sous-chefs du Méridien. « Tu es prêt pour ça ?» demanda Warren à son fils. Hollis regarda le menu qu'ils avaient conçu, un menu qui raconterait sa propre histoire. « Papa, tu es sûr de ça ? C'est assez brutal. Elle a appelé ta nourriture de la nourriture pour chien. Elle a essayé de détruire ton rêve. Elle a passé 5 ans à miner tout ce que j'ai construit avec ta mère. » L'expression de Warren était calme, mais ses yeux étaient durs. Ce n'est pas brutal, c'est proportionnel. À 20h, le service du dîner commença. Chapitre 8. Le festin. Le menu au gala de la Fondation Gregory avait été conçu par Warren et exécuté par Hollis. Chaque plat racontait une histoire, l'histoire de Margaret, qu'elle le reconnaisse ou non. Première plate, la fille du mineur de charbon. Un plat humble de pain de maïs avec graisse de bacon et feuilles de chou. La nourriture de l'enfance de Margaret. Élevé au standard de la haute cuisine, le programme le décrivait comme un hommage à la cuisine traditionnelle américaine de la classe ouvrière. Le visage de Margaret blanchit quand elle le vit. La table murmura sur ce choix inattendu. Deuxième plat, l'aspiration. Une version déconstruite de nourriture de dîner. Pain de viande réimaginé avec bœuf wagyu, purée de pommes de terre transformée en une purée délicate, haricots verts devenus des haricots verts à la française.
Le programme notait, inspiré par le rêve américain de transformation par le travail acharné et le dévouement. La main de Margaret trembla en levant sa fourchette. Troisième plat. Le sacrifice. Un plat notablement absent. Le menu listait une cuisine française classique dans le style de Julia Child, mais les assiettes arrivèrent vides, sauf pour une carte qui disait « Certains rêves sont abandonnés pour d'autres ». Ce plat représente les chemins non pris. Des murmures se répandirent dans la salle de bal. Que se passait-il? Quatrième plat. L'Empire, un étalage ostentatoire de luxe, caviar, feuilles d'or, huile de truffe, tous les ingrédients chers qui signifiaient la richesse, mais qui n'étaient pas particulièrement bien composés, c'était techniquement parfait, mais sans âme. Le programme l'appelait « le coup de maintenir les apparences ». Margaret se leva. Quelle est la signification de « les lumières baissèrent », cinquième plat, la vérité, les écrans autour de la salle de bal s'allumèrent, et la voix de Warren Wolf remplit la pièce. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus au gala de la Fondation Grégory. Le dîner de ce soir a été un voyage à travers la vie d'une femme, de fil de mineur de charbon à matriarche de la société, mais il y a un plat qui a manqué à cette histoire. La vérité, les écrans montrèrent des photos, jeune Margaret en uniforme de dîner, des articles sur ses rêves d'école culinaire, des citations de Lucia Lynn sur comment Margaret avait abandonné la cuisine quand elle avait épousé Monroe Sr. Margaret Grégory a bâti son empire en rejetant qui elle était et d'où elle venait. Elle a épousé la richesse, adopté la prétention et passé des décennies à imposer des standards rigides à tout le monde autour d'elle. Surtout sa famille. Plus d'images, Patricia paraissant misérable aux événements familiaux, les évaluations de performance échouantes de Monroe Jr. et enfin, des photos du dîner de Thanksgiving de Hollis. La belle nourriture laissée abandonnée. Il y a 3 semaines, le petit-fils de 18 ans de Margaret a cuisiné un dîner de Thanksgiving digne d'une cuisine professionnelle. Il avait travaillé vers ce moment pendant des années et Margaret a dit à sa fille Alio de commander de la pizza à la place, disant que la nourriture pour chien était meilleure que sa cuisine. Des halètements autour de la pièce, le visage de Margaret était rouge vif. Le jeune homme qui a cuisiné le dîner de ce soir, le repas exceptionnel que vous avez apprécié, et ce même petit-fils, Hollis Wolf, un chef avec plus de talent et d'intégrité que sa grand-mère, ne s'est jamais permis de poursuivre. L'écran final montra Hollis dans la cuisine, travaillant aux côtés de Voyne Golden et de l'équipe du Meridian, créant de l'art à partir d'ingrédients. La fondation de charité de Margaret Grégory prétend soutenir les valeurs familiales et nourrir les jeunes talents. Mais elle n'a pas pu soutenir le rêve de son propre petit-fils. Elle n'a pas pu voir au-delà de ses propres préjugés pour reconnaître son don. L'annonce de bourse de ce soir, c'est des relations publiques, du contrôle de dommages, une tentative d'acheter une réputation qu'elle a détruite par sa propre cruauté. Warren apparut maintenant à l'écran dans une vidéo préenregistrée. « Je suis Warren Wolf, j'étais marié à la fille de Margaret. Patricia, je dis été parce que j'ai demandé le divorce, non pas parce que j'ai arrêté de l'aimer, mais parce qu'elle a choisi l'approbation de sa mère plutôt que le bien-être de notre fils, plutôt que notre famille. Patricia, assise à la table de la famille Grégory, éclata en larmes. Tout ce que vous avez mangé ce soir a été préparé par le jeune homme que Margaret a rejeté. Chaque plat était excellent, professionnel, digne des meilleurs restaurants de cette ville. Et Margaret l'aurait laissé pourrir sur une table pendant qu'elle servait à ses invités de la pizza. Tout ça pour prouver que son petit-fils n'était pas assez bon. Les écrans s'éteignirent, les lumières revinrent et 500 paires d'yeux se tournèrent pour fixer Margaret Grégory, qui se tenait figée dans sa robe de designer, publiquement exposée comme l'hypocrite qu'elle avait toujours été. Chapitre 9. Les conséquences. Les retombées furent immédiates et dévastatrices. Le conseil de la Fondation Grégory convoqua une réunion d'urgence dans les heures qui suivirent. Au matin, Margaret avait été destituée de son poste de présidente. Les nouvelles locales reprirent l'histoire, amplifiant ce qui était déjà viral en ligne. Les actions de Grégory Pharmaceutical chutèrent de 3 points, alors que les investisseurs s'inquiétaient de l'impact de la réputation de la famille sur la marque. Monroe Jr. fut discrètement licencié, sa protection révoquée. Le LIA demanda la séparation une semaine plus tard. Fatiguée de vivre sous le contrôle de Margaret, Patricia signa les papiers du divorce sans contester quoi que ce soit. Elle vendit la maison, divisa tout en 2, et déménagea dans un appartement de l'autre côté de la ville. Lors de leur dernière conversation, elle dit à Warren « Je ne sais pas qui je suis sans elle, mais j'ai besoin de le découvrir. J'espère que tu le feras, » dit Warren doucement. « Et quand tu l'auras compris, si tu veux reconstruire, pas pour elle, mais pour toi, appelle-moi, nous verrons où nous en sommes. » Mais l'histoire réelle était Hollis.
Le dîner du gala devint légendaire dans les cercles culinaires. Christopher Harden écrivit une série en 3 parties à ce sujet. Rolf Schwartz confirma l'apprentissage de Hollis au Méridien. Commençant en janvier, Food Network lui offrit une place dans leurs nouvelles émissions de compétition pour jeunes chefs. Evan Golden, le mentor de Hollis, prit Warren à part lors d'un dîner de célébration et dit « Tu sais que ce que tu as fait était fou ?» Hein, complètement, approuva Warren. Bien, ce gamin avait besoin de quelqu'un pour se battre pour lui aussi fort. Bon sang, chaque gamin en a besoin. 6 mois plus tard, Warren se tenait dans un petit restaurant appelé Wolf's Den. Sa nouvelle entreprise, un bistrot décontracté où il faisait de l'écriture culinaire et Hollis faisait des dîners pop-up le week-end entre ses shifts d'apprentissage. Margaret Gregory avait envoyé une lettre. Warren la tenait non ouverte, débattant. « Tu vas la lire ?» demanda Hollis, préparant les légumes pour le service du soir. « Devrais-je… C'est ton choix, papa ?» Warren l'ouvrit. La lettre était courte. « Warren, j'ai passé 6 mois en thérapie à apprendre à comprendre ce que j'ai fait de mal. C'est plus dur que je ne l'attendais. Démonter une vie entière de croyances que ma façon était la seule. Je ne peux pas défaire les dommages que j'ai causés. Je ne peux pas retirer ce que j'ai dit sur la cuisine de Hollis. Cuisine que je comprends maintenant était exceptionnelle et que j'étais trop fier et trop effrayé pour l'admettre. J'ai rejeté en lui ce que j'avais rejeté en moi-même. Le rêve de créer quelque chose de beau avec mes mains, je l'ai puni pour avoir le courage qui me manquait. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Surtout, et que ton fils est chanceux d'avoir un père qui s'est battu pour ses rêves quand sa famille ne l'a pas fait. J'espère qu'un jour, je pourrai gagner le droit de lui dire ça moi-même. Margaret. Warren posa la lettre. Dehors, la foule du soir se rassemblait, des écrivains culinaires, des critiques, des jeunes chefs, des gens qui appréciaient ce que Hollis pouvait faire. Qu'est-ce qu'elle disait ? Demanda Hollis. Qu'elle est désolée, qu'elle comprend ce qu'elle a fait de mal. Tu la crois ? Warren regarda son fils travailler, confiant maintenant, ses mouvements assurés, son avenir brillant. Je crois qu'elle essaye. Si c'est assez, il haussa les épaules. Ce n'est pas ma décision à prendre. Ce n'est pas la mienne non plus, dit Hollis. Pas encore, peut-être jamais. C'est juste, ils travaillèrent dans un silence confortable, préparant le service du soir. Dehors, l'enseigne de Wolf's Den brillait contre le crépuscule. Bonne nourriture, pas de conneries. Tout le monde bienvenu. Warren avait passé des années à se plier pour la paix, à compromettre pour l'harmonie, à accepter le manque de respect pour l'amour, et à la fin, il n'avait fallu qu'un moment de clarté, entendant les rêves de son fils rejetés comme sans valeur, pour se rappeler qui il était. Il était Warren Wolf, écrivain culinaire, père, combattant quand ça comptait, et il avait enseigné à son fils la leçon la plus importante de toutes, que le talent, sans quelqu'un qui y croit, n'est que du potentiel. Mais le talent plus la croyance, ça pouvait changer le monde, ou au moins ruiner une dîner de gala très chic. Dans tous les cas, c'était profondément satisfaisant. Buns on everybody, but especially me. I have to wait for stream to catch up, by the way. So whenever you finish this, I'm not reacting because I hate it. No, it's gonna take some time. Give me a sec. It's so late already. It's only 8. I know, but if I want a sweet treat, I have to ask now. Can I have a sweet treat? Are you braiding your hair in 2 braids going down? Yeah? You mean the hairstyle that I was in earlier when I called you? No, but it looks bad on me. No, it doesn't. No, trust me. With I wear no that hair at least once a week. with no extra parts on the sides. All the way. I mean, by the way. Kenzie, eat that at your own risk. What? She wants to eat the insulation. That's a bad idea. Look, no, when there's no strands on the side either. Quinn, Oh my god, it's Claire Davern Fraser. Yeah? I was thinking about. It looks cute. So you know how when we were little, we were hype about gay marriage and stuff. Yeah? I didn't realize that gay marriage has only been legal nationwide for 11 years. Yeah, I know, bro.
11 freaking years, that's crazy. That kid, like, is hitting puberty. Not even. Gay marriage Gay has marriage not is hit hitting puberty. Yeah. Gay marriage has maybe had their first period. Wait, when I was born, I couldn't get married? No, you didn't know that? You didn't know that, babe? No? What? Damn. Wait, Claire, look how cute I would look with bangs. Bro, you could look at me and know how cute you'd look with bangs. I know, that's what I was thinking. It wasn't like big news in my family when that changed. Like, nobody told me. Yeah, but you never researched it and found out? I probably did. I just Hi, didn't gang. What's up? realize. Claire, should I get bangs? No, because then there's no distinction. You're right, I won't. But it is really cute. Taxi, stop sniffing around. I know Especially her with, like, the room is a bun, mess. Claire. Look. Yes, it is really cute. My god. I wish that my bangs were longer here. Like, it would be cuter if I had... Then cut them that way. No, I can't. Well, don't... Just let them grow a little more, ho. Because, like, that would be cuter if it went in more. Well, every time I go to the lady, she always cuts my hair all the way out. Then just cut your own. I do cut my own, but whenever I go, she does it. Then tell her not to touch your bangs. Well, they're not always even, so sometimes I need her to. Then tell her exactly what you want from her. No, stop. Wait, can I see you bald? It's been so long. Wait, Claire, can I see you with no bangs? Claire, Claire, Claire. Claire, can I see you with no bangs? Claire, can I see you with no bangs? It's honestly not that bad. What? It's honestly not that bad. Well, I'm not used to seeing you with that More like bangs. she did as a kid. Oh my god. You look like Sammy without bangs. Like you without bangs and Sammy without bangs look the same. The hell? Stop, your hands are sweaty. Sorry, I'm nervous and I'm on my period. So, do your hands sweat more when you're bleeding? Okay, you don't have to announce that to the world. The world needs to know. Guys, I'm bleeding from my cooch. Okay. It's my baby! Hello, handsome. How are you feeling today? Oh, it's your baby. Oh, it's just a baby. Okay, Claire, go away. Go away before I sniff you, or I force you to sniff my feet. Stop. Bye, Taxi. Hey, you gotta do your AP Gov notes, Quinn. I'll have all the time in the world tomorrow. Quinn. You might have something else you have to do tomorrow. You never know what tomorrow will bring. I have two moms, bro. Claire and my real Yeah. mom. And then my girlfriend. I have three. So